Donc, bonjour à toutes et à tous. On vous remercie de vous être connectés pour ce nouveau rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Pour rappel, donc c'est tous les troisièmes jeudis du mois, sauf exceptionnellement cette semaine où du fait des nombreux jours fériés de ce mois de mai, nous avons dû décaler de une semaine. Donc, qui sont des visioconférences de 30 minutes portées par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction qualité, dont le but est de partager les résultats et surtout les propositions d'actions d'amélioration issues d'évaluations conduites au CHU, dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement. On vous propose dans un premier temps de couper vos micros afin d'entendre la présentation qui va durer environ 30 minutes et on vous laissera ensuite la parole à la fin de… non, excusez-moi, la présentation c'est 15 minutes et on vous laissera ensuite la parole à la fin de ces 15 minutes afin d'avoir un temps d'échange avec les présentateurs de 15 minutes. Et vous pouvez également, pendant la présentation, partager vos questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Ces rendez-vous donc peuvent être suivis individuellement ou en équipe et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour les prochaines visioconférences. Et sachez également que les visios sont enregistrées, comme vous avez pu le voir, et qu'elles sont ensuite mises à disposition sur la chaîne YouTube du CHU, avec un lien que vous pouvez retrouver dans chacune des invitations aux voix dédiées. N'hésitez pas à vous renommer sur Zoom pour qu'on puisse établir la liste des participants ou comme certains l'ont déjà fait, je viens de le voir, de me laisser un petit message avec vos identifiants. Et enfin, merci d'accepter de répondre à un questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse s'améliorer pour les visioconférences et ça nous permet aussi de savoir si vous êtes effectivement plusieurs à suivre la visio. Et maintenant, je vais laisser la parole au professeur Philippe Lecomte, à Michael Loisic et à Julia Richard qui vont vous parler de la prise en charge des urgences vitales. Merci Roxane. Donc on va attaquer tout de suite la prise en charge des urgences vitales. Donc les trois intervenants, donc moi-même, Michael et Julia, sommes les membres du bureau du comité de suivi des urgences vitales. Alors, c'est quoi une urgence vitale? Eh bien, c'est toute situation clinique mettant en jeu le pronostic vital dans un délai très bref. Alors, ça peut être une détresse respiratoire aiguë, votre patient commence à être très gêné pour respirer. Ça peut être un état de choc, qu'on définit le plus souvent par une baisse de la tension artérielle et une tachycardie. Ça peut être également une détresse neurologique avec un coma brutal, un état de mal épileptique, un AVC massif brutal également. Et puis, toutes ces défaillances peuvent aller jusqu'à la pire des défaillances, qui est l'arrêt cardio-respiratoire, qui nécessite bien évidemment une prise en charge la plus rapide et la plus adaptée possible. C'est introduit le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est l'importance majeure de la prise en charge immédiate et adaptée de ces situations cliniques d'urgence vitale. Pourquoi doit-on faire ça le plus vite possible et de façon la plus adaptée? Eh bien, parce que cela permet d'améliorer le pronostic des patients subissant cette détresse vitale. Très clairement, si les patients ne sont pas pris en charge dans un délai bref, et ce de façon adaptée, eh bien, le pronostic vital est mauvais, voire très mauvais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la prise en charge immédiate? Vous avez bien compris, c'est le plus vite possible. Et adapté. Eh bien, adapté, c'est la détection de cette situation d'urgence vitale. Le premier élément, c'est très clairement de reconnaître la situation d'urgence vitale. Est-ce que mon patient a une détresse respiratoire aiguë? Est-ce qu'il est très gêné pour respirer? Est-ce qu'il a une hypotension? Est-ce qu'il est dans le coma? Ou bien est-ce que tout simplement, il est en arrêt cardio-respiratoire? Il n'a pas de signe de vie, d'une part, et d'autre part, il ne répond pas aux ordres simples.
Donc, la détection, quand on a détecté une urgence vitale, il est très important d'appeler à l'aide. La prise en charge d'un patient en urgence vitale, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en équipe. Et donc, dès que cette détection est réalisée, eh bien, on appelle à l'aide un collègue, un infirmier, une aide-soignante, un médecin. Et après ça, il y a la prise en charge de premier niveau. La prise en charge de premier niveau, c'est que tout soignant, infirmier, aide-soignant, médecin, c'est selon ce qu'on appelle ABCD. A, c'est airway. Il faut qu'il y ait une liberté des voies aériennes supérieures, parce que si les voies aériennes supérieures sont bouchées, obstruées, il n'y a pas d'air qui puisse passer et donc le patient ne peut pas respirer. Le deuxième, c'est B, c'est brace, c'est la respiration. Il faut que le patient puisse respirer de façon adaptée. Et donc, la plupart du temps, on va apporter de l'oxygène au masque à haute concentration. Après ça, le C, c'est pour circulation. Donc, c'est la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Souvent, on sera amené à administrer du remplissage vasculaire ou des drogues sympathomimétiques. Et puis enfin, le D, c'est disable, c'est est-ce que mon patient est, sur le plan neurologique, il est conscient, orienté et il répond aux ordres simples. Alors, cette prise en charge de premier niveau, eh bien, c'est le personnel formé. Le personnel formé, une fois encore, c'est le personnel soignant dans tout son ensemble, hein, mais aussi le personnel non soignant, le personnel administratif qui peut réaliser des gestes de premier secours. Et très clairement, ces gestes de premier secours ne sont pas uniquement le fait du personnel soignant. Et donc, pour savoir comment réaliser ces gestes de secours, eh bien, il est très important d'avoir bénéficié d'une formation dédiée qui est l'AFGSU, niveau 1 pour le personnel administratif, niveau 2 pour le personnel soignant, afin de savoir détecter et prendre en charge de façon la plus rapide possible et la plus adaptée les patients en détresse respiratoire aiguë. Le troisième élément, c'est d'avoir un matériel qui est adapté, connu et contrôlé. Alors ça, tous ces mots sont importants. Le matériel adapté, ben, on y a tous réfléchi pour avoir des chariots d'urgence ou des sacs d'urgence pour avoir le matériel nécessaire. Alors, connu, eh bien, c'est un peu la responsabilité des personnels soignants des services, puisqu'il est nécessaire, il est souhaitable de contrôler le chariot d'urgence par le plus grand nombre possible de personnels soignants pour que ce personnel soignant connaisse le contenu du chariot d'urgence et ne le découvre pas au moment d'une situation difficile. Et puis enfin, il y a la procédure d'appel. La procédure d'appel, c'est les numéros d'urgence. Et ces numéros d'urgence, il y en a un certain nombre en fonction du secteur dans lequel vous travaillez dans l'établissement. Et ils sont notés sur les affiches à côté du chariot d'urgence. La diapo suivante, s'il te plaît, Julia. Alors, sur le plan institutionnel, on fait ça? Eh bien, en mai 2008, on a créé le comité de suivi des urgences vitales avec la mise en place de 153 chariots avec une procédure définissant l'organisation de la prise en charge de ces urgences dans l'ensemble de l'établissement et des hôpitaux périphériques. Et puis depuis 2010, eh bien, on revoit de façon régulière la mise en œuvre de cette procédure et puis on fait des évaluations de la conformité des chariots et des procédures d'appel. Donc, au fil des années, on monitore la survenue des événements indésirables, les besoins des unités. On est réellement à votre disposition. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse adapter notre réponse à vos demandes. Et puis, on évolue en fonction des recommandations et des réglementations. Donc là, je vais passer la parole à Julia et à Michael sur l'enquête qui a été réalisée en décembre dernier. Merci Philippe. Donc, puis la dernière enquête que nous avons réalisée datait de fin 2020 et donc nous l'avons reconduite cette année de novembre à janvier. Donc, le premier objectif, comme le disait Philippe, était d'évaluer toute l'organisation de la prise en charge des urgences vitales
au sein des unités du CHU. Mais on a également choisi d'adapter un petit peu le questionnaire pour répondre à 2 autres objectifs secondaires, pour en fait resensibiliser les professionnels aux bonnes pratiques et en profiter aussi pour effectuer un état des lieux des chariots et des sacs d'urgence vitale qu'on pouvait avoir au sein du CHU, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'avait pas cette donnée vraiment de façon exhaustive. C'est un chiffre assez approximatif. Donc, ça nous a permis aussi de remettre à jour cette cartographie des chariots au sein du CHU. Donc, pour cela, on s'est donc basé sur les questionnaires existants qu'on a un petit peu adaptés et qui se composent de 13 critères qu'on pourra revoir juste après pour les résultats. Ce questionnaire a été envoyé du coup à toutes les unités du CHU via en fait une liste de diffusion des cadres de santé et il fallait remplir un questionnaire pour un chariot. Donc, si dans un service, il y avait 2 chariots d'urgence vitale, il fallait remplir donc 2 fois le questionnaire. Et il y avait des questions à la fois à destination des professionnels soignants, donc plutôt infirmiers, aides-soignants, et des questions également pour l'encadrement, notamment sur les formations ou encore sur les points de sensibilisation et d'information qui pouvaient exister sur la prise en charge des urgences vitales. Donc, le recueil de données a eu lieu du 23 novembre au 15 janvier 2023. Et puis, on a eu l'aide du service de santé publique pour l'analyse des résultats qui ont été par la suite communiqués à différentes instances du CHU, ainsi qu'au cadre de santé et puis médecins des services. Donc, sur les résultats, alors on a pu avoir un taux de participation approximatif de 73%. Car on partait enfin d'un nombre de chariots de 153 en 2020 et on a eu là 111 réponses. Donc, avec une déclinaison des réponses par PHU sur la droite. Donc, on peut imaginer en fait que le nombre de réponses peut convenir au nombre de chariots en fonction des PHU qui aussi n'ont pas forcément tous répondu, enfin tous les services n'ont pas forcément répondu. On peut également voir le type de chariot d'urgence vitale où on retrouve le chariot adulte complet à 55%, suivi du coup du chariot pédiatrique pour 19%. Et une majorité de réponses faites par les infirmiers. Alors globalement, sur les résultats, nous voici une présentation très globale. On a atteint une conformité de 85%, donc on est très content, c'est quand même un très bon niveau. Si on reprend rapidement par critères, on avait par exemple sur le critère 1 la présence du chariot ou du sac dans l'unité. Donc, c'était le fait que le chariot était bien présent dans le service, qu'il était au lieu de stockage destiné et que le lieu de stockage était bien informé sur la fiche institutionnelle qui était affichée à la fois dans la salle de soins, dans les lieux de passage, les couloirs, etc. Et que le modèle du chariot correspondait à celui qui était validé par l'institution. On a également la présence en fait du classeur. Donc, on a un classeur d'urgence vitale reprenant tous les documents, procédures, les checklists des chariots. Donc, là, on a atteint un niveau de 80%. Sur la conformité du contenu du chariot, on est à 86%. Donc, sur cette conformité, en fait, c'était de regarder si lors du dernier contrôle qui a été réalisé avec les checklists, il y avait eu des écarts, si il datait de moins d'1 mois et s'il avait été réalisé par un binôme IDE-AS idéalement. On a ensuite les critères de sécurisation avec le scellé du chariot ou du sac. Et ensuite, des critères plutôt sur les dispositifs et le matériel, donc sur la présence des défibrillateurs, des systèmes d'aspiration fonctionnels, de ventilation et de plan dur. Donc là, on demandait en fait à regarder si le matériel était bien présent ou à proximité du chariot. Et surtout, on demandait de vérifier son fonctionnement. Donc là, on a quand même un petit peu pêché sur la présence d'un système d'aspiration fonctionnel qui fait l'objet du coup d'un plan d'action par la suite. Et ensuite, on avait des critères, donc 9 et 10, sur le numéro d'appel. Donc, on voulait vérifier que le numéro d'appel qui était affiché
sur les petites affichettes d'urgence vitale correspondaient bien à l'interlocuteur prévu et correspondaient bien à la procédure détaillant tous les numéros sur le CHU. Et on avait un critère facultatif où on pouvait demander en fait de réaliser un test en appelant du coup l'interlocuteur, le réanimateur prévu, et de noter si on a bien réussi à joindre et si c'était dans un délai inférieur à 2 minutes. Et ensuite, des critères plutôt sur l'information du personnel relative à la prise en charge des urgences vitales, sur leur formation. Donc, on a par exemple 94% des professionnels qui sont formés à la FGSU 1 initiale, mais seulement, enfin à la FGSU 2, pardon, mais seulement 70% qui sont à jour, car un renouvellement est à faire tous les 4 ans. On reviendra dessus juste après. Et on a une petite question aussi sur les événements indésirables ou dysfonctionnements éventuels, où là, on a, comme résultat, on a eu 7% des professionnels qui ont répondu au questionnaire qui ont été confrontés à des événements indésirables. Je laisse la main. Oui, donc sur les principaux résultats, comme vient de dire Julia, les conformités sont stables pour la majorité des critères. Donc effectivement, on est plutôt content sur ce point-là. Et sur les non-conformités, ou du moins des conformités moindres, comme dit Julia, c'est sur la présence d'un système d'aspiration fonctionnel, que ce soit un système manuel à aspiration au pied, ou alors un système d'aspiration murale. Sur la présence d'un plan dur pour le massage cardiaque, et puis sur l'efficacité du numéro d'appel indiqué. En fait, dans notre audit, on avait demandé, il y avait une question pour laquelle on demandait de tester, au cadre de tester le numéro d'appel qui était indiqué dans le service. Et pour 81% des personnes, c'était concluant. Donc, on est un peu loin des 96% initial. Du coup, le plan d'action qui en découle, c'est le corollaire, hein, c'est-à-dire c'est systématiser l'affichage du numéro d'urgence et du lieu de stockage du chariot à différents endroits du service, dans les lieux de passage, dans les couloirs, dans la salle de soins, avec la nouvelle affiche institutionnelle qu'on vous montrera tout à l'heure. Ça va être de synthétiser la participation, systématiser la participation de l'ensemble des équipes au contrôle du chariot. Historiquement, c'est vrai que c'était souvent l'infirmière, alors une infirmière soit particulière, soit celle qui est de flux de J, soit celle qui est de nuit. Voilà, c'était une infirmière qui contrôlait les chariots d'urgence vitale. Nous, ce qu'on aimerait bien, ça c'est ce qui est plutôt logique, ça serait que ce soit l'ensemble du personnel soignant qui le fasse, c'est-à-dire infirmière et aide-soignant, et idéalement en binôme, infirmier-aide-soignant. C'est quelque chose qu'on répète souvent, notamment à la FGSU, c'est qu'on fait bien les choses que ce qu'on fait souvent, et que quand on demande à une aide-soignante d'aller chercher tel ou tel dispositif dans le chariot d'urgence, si elle ne l'a jamais ouvert, si elle n'a jamais regardé comment elle était organisée, c'est vrai que c'est plus compliqué. En troisième point pour notre plan d'action, ça serait de faire le point sur le matériel fonctionnel nécessaire dans le chariot et s'y conformer. On parlait du plan dur, système d'aspiration fonctionnel. En quatrième point, c'est poursuivre la formation des professionnels et améliorer le taux de renouvellement de la FGSU 2. Alors là, je vais porter la casquette du cadre du CESU. C'est compliqué parce que nos locaux sont restreints, nos formateurs permanents sont restreints aussi. On aimerait bien avoir plus de moyens pour former plus de personnes. Mais voilà, c'est un des objectifs, c'est de former le maximum de professionnels et de les reformer, de les revalider sur leur FGSU 2. Enfin, améliorer la formation du personnel relative à la prise en charge des urgences vitales. C'est aussi un axe de travail, enfin un axe, une des missions du CESU, c'est d'organiser des ateliers, ce qu'on appelle ateliers gestes d'urgence, au sein des services pour échanger, pour sensibiliser à la prise en charge des urgences vitales du personnel. Donc en termes de formation, si on se fait un petit focus sur les formations, on a synthétiquement on a deux FGSU, le 1 et le 2. Le 1 qui est
réservé au personnel qui est non soignant, personnel administratif, services techniques, avec une formation initiale qui est sur 2 jours et une revalidation tous les 4 ans, une revalidation d'1 jour. Et la FJSU 2, qui est pour le personnel soignant, infirmier, aide-soignant, médecin. Formation initiale, donc qui est sur les 3 jours, et revalidation tous les 4 ans avec une journée de revalidation. Pour la FJSU 2, tout personnel, tout étudiant, on va dire, qui est en institut de formation, que ce soit kiné, infirmier, soignant, médecin, sont formés pendant leur cursus à la FJSU 2. Donc l'inscription se fait sous GESForm par les cadres. Et il y a différentes dates sur l'année. Je n'ai pas le chiffre exactement en tête, mais beaucoup de dates. En termes de simulation, comme je disais tout à l'heure, on a les ateliers de gestes d'urgence. Ce sont des simulations in situ dans les services, au plus près des soignants, avec le matériel des soignants. On met en jeu, entre guillemets, on simule une situation d'urgence. Ça peut être une épilepsie, un arrêt cardio-respiratoire, voilà, n'importe quelle situation. Et sur 2 heures de formation, les formateurs expliquent quels sont les gestes d'urgence, revoient avec les soignants, puis après débrief sur la simulation qui a été effectuée. Donc ça, ces ateliers de gestes d'urgence, c'est une demande qui est faite par les cadres de santé au CESU. De façon pragmatique, moi, courant juin, là, je vais envoyer un mail à tous les cadres du CHU en demandant quels sont leurs besoins et éventuellement leurs dates souhaitées pour des ateliers, à savoir que chaque service, c'est à peu près, on va dire, 1 ou 2 journées d'ateliers gestes d'urgence par an. Voilà. Si tu veux. Vas-y. Et donc, rapidement, juste pour un petit rappel, donc là, on vous a remis quelques documents. Donc là, on retrouve la fiche du coup institutionnelle sur l'urgence vitale qu'on avait mis à jour l'année dernière. Donc, vous pouvez la retrouver sur Enov. Vous avez la référence juste ici. Donc, pensez bien voilà, à la mettre à jour à partir d'Enov. En fait, vous pouvez y accéder directement et puis l'imprimer et la faire plastifier par la reprographie. On a également une nouvelle procédure qui était beaucoup demandée par les services et attendue sur les bonnes pratiques globales de gestion des chariots. Donc, vous retrouvez dedans toutes les checklists de vérification, toutes les modalités pour commander les dispositifs médicaux et les médicaments, tous les modes opératoires. C'est vraiment voilà, quelque chose de très global. N'hésitez pas à aller la consulter également. Et puis également une vidéo un peu de sensibilisation sur anticiper, se préparer et prendre en charge les urgences vitales, qui a également été tournée cet été. Donc, vous retrouvez voilà, de façon imagée comment bien s'occuper de son chariot, comment garder en tête les bonnes pratiques et puis des petites actions aussi au niveau du CESU. Et puis enfin, vous pouvez retrouver tous les documents du CSUV dans le kit parcours ou prise en charge du patient que vous pouvez retrouver depuis le kit, depuis la rubrique urgence vitale, juste ici dans les thématiques transversales, ou alors depuis l'intranet dans pratique professionnelle, urgence vitale. Et n'hésitez vraiment pas à solliciter voilà, le CSUV si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Je vous propose de passer aux questions, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à laisser des questions dans le chat pour que je puisse les retranscrire, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais voilà. Oui, très clair. C'est tellement clair que personne n'a de questions.
Alors, peut-être que vous l'avez dit, mais du coup, vous recommandez de faire tous les combien de temps, là, de regarder la conformité du chariot tous les combien de temps? Une fois par mois. De toute façon, de façon enfin, légale, on va dire, le chariot doit être vérifié mensuellement. Et après tous les chaque mois. utilisation. Et après chaque utilisation, par exemple. Voilà, ça c'est le caractère légal. Ce qui n'est pas défini, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qui le fait. Ça doit être fait par un personnel soignant, par une infirmière. Mais idéalement, l'idéal, c'est que ce soit pas toujours la même infirmière qui le fasse et que ça soit un binôme infirmier et aide-soignant. Tout le monde soit au courant de ce que contient le chariot. Nous avons une question de Saint-Nazaire ici dans la salle. En lien avec vos difficultés d'organisation des formations de la FGSU2, est-ce qu'il y a une stratégie de priorisation des profils de professionnels qui seraient formés avant les autres? Non, il n'y a pas de profil de priorisation. Clairement, la FGSU2 est prioritaire. Tout à l'heure, je parlais des ateliers d'urgence. Si on parle d'annulation de formation, ça va être des ateliers qui vont être d'abord annulés sur une journée pour prioriser la FGSU2. Il y a un caractère obligatoire, hein, que le maximum de soignants soient formés à FGSU2. C'est un des critères de l'HAS, la certification. Donc là-dessus, on met tous nos billes, entre guillemets, on met le maximum de chances sur la FGSU2 et notamment sur la revalidation, pour éviter justement de devoir, si on loupe l'année, de devoir refaire 3 jours alors qu'un seul jour de revalidation suffisait. Merci beaucoup. Ouais. Le registre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que sinon, il va être globalement l'heure qu'on se fixe à chaque fois. On a une question encore ici de Maubreuil. Suite au nouveau référentiel de certification, il faut mettre en place un registre de traçabilité du chariot de pourquoi on l'ouvre. Qui l'a mis en place chez vous, qui le suit, qui le remplit par rapport à ce registre-là, et est-ce qu'il est mis à disposition sur le chariot ou vous l'avez mis à un autre endroit pour le suivre? Parce que c'est une obligation. Oui, on l'a bien vu, hein, dans la nouvelle manuel de certification, et ça fait partie de nos objectifs en interne, avec aussi le numéro d'urgence unique. Mais là, aujourd'hui, je pense que ça dépend beaucoup des services, mais il n'y a pas forcément de registre de tenue dans les services. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à la question car c'est une de nos actions. C'est pas uniformisé en tout cas. Non, je pense qu'effectivement, les services doivent le faire peut-être à la marge ou chacun de leur manière. On n'a rien défini encore pour l'instant. Merci beaucoup. Et oui, du coup, pour rajouter, on va également travailler. Donc, la HAS nous demande d'avoir un numéro d'urgence unique d'appel. Donc, aujourd'hui, là, sur le CHU, on tient un tableau avec, il y a vraiment beaucoup de numéros en fonction des secteurs, des sites. Donc, ça va être un énorme travail à mener en lien avec la direction des services numériques pour pouvoir mettre en place un numéro unique. Du coup, merci à tous encore d'être venus pour cette visio. Je me permets de faire un petit rappel sur les prochaines visios qui sont prévues. Du coup, le mois prochain, le 15 juin, on aura la décision médicale partagée. Ensuite, on fera une petite pause estivale pour que chacun puisse respirer. Pour revenir ensuite le 21 septembre avec l'évaluation de l'unité relais PIR1000. Et le 19 octobre, on aura la pertinence de la réalisation des ECBU préopératoires en chirurgie urologique
pédiatrique. Et enfin, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous faire partager des sujets, de les présenter ou même des idées de sujets sur lesquels vous aimeriez travailler, on est disponible au service de santé publique, soit en me contactant moi ou la BP EPP. Et n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'afficher quand vous éteindrez la visio. C'est toujours un retour important pour nous. Merci à tous. Merci. Merci à tous.